Mon nom est Anna Blake. Sur le papier, je suis lieutenant général au sein du Cyber Command des États-Unis. Je supervise les opérations de défense stratégique, je dirige les réponses d'urgence et je siège en face de certains des leaders les plus puissants du pays, mais aux yeux d'un seul homme, le seul titre qui ait jamais compté était « Feel-les » et même pas une bonne. La nuit de mon 40e anniversaire devait être une célébration tranquille. Rien d'extravagant, juste une salle de bal louée, un peu de vin, quelques collègues en qui j'avais confiance, et ce genre de musique douce qui aide les gens à se détendre. Mais la voix de mon père trouvait toujours le moyen de dominer la pièce. Sa présence ne changeait pas seulement l'atmosphère, elle l'effaçait. Je l'ai senti à l'instant où il est entré, le changement, la façon dont les épaules des gens se raidissaient, dont les conversations s'amenuisaient comme l'air avant une tempête. Il a commencé par un toast, ce n'était pas nouveau. Le whisky déverrouillait toujours le même monologue, de vieilles histoires de son époque de major, dégoulinantes de gloire et de bravade révisionniste. Mais cette fois, il ne s'est pas contenté de ressasser le passé, il s'est tourné vers moi, son verre levé, un sourire trop large, la voix légèrement pâteuse pour mieux trancher. Il a plaisanté sur mon travail, balayé ma carrière d'un revers de main, ri du fait que je ne lui avais pas donné de petits-enfants. Je n'ai pas bronché, j'avais déjà tout entendu. Puis il a saisi mon bras, et il a dit que j'étais encore juste une gratte-papier. 40 ans, et rien à montrer. Je lui ai dit d'arrêter. Ma voix était calme, mais elle portait, et à cet instant, quelque chose a basculé, pas en lui, mais en moi. Il n'a pas aimé ce basculement, alors il m'a giflé, forte, en travers du visage, là, devant une salle remplie d'officiers, d'analystes et de personnes qui me rendent des comptes tous les jours. Et comme ça, la pièce s'est figée. Pas à cause du coup, mais à cause de ce qu'il venait de faire sans s'en rendre compte. Il n'avait pas giflé sa fille, il avait giflé un général, et cela a tout changé. Mon père était un homme forgé dans le laiton, le cuir et le bruit. Il avait été major dans l'armée autrefois, et même des décennies après sa retraite. Il vivait encore comme s'il commandait des troupes. Ses médailles étaient encadrées dans chaque couloir, sa voix était la seule qui comptait vraiment dans la maison, et ses standards planaient sur nous comme des nuages d'orage. Grandir sous son toit, c'était vivre dans un musée de son passé. Les murs portaient ses victoires, et le silence charriait sa déception. Surtout envers moi, je n'étais pas bruyante, je n'étais pas physique, je ne m'intéressais pas aux armes ou aux exercices. J'aimais les systèmes, les énigmes et la stratégie. Pour lui, cela me rendait faible. Il ne m'a jamais vraiment frappé quand j'étais jeune. Cela aurait été trop évident, trop grossier. Non, il était plus précis que cela. Il érodait la confiance à petit feu. J'apportais un trophée de foire scientifique à la maison, et il demandait pourquoi ce n'était pas la première place. Je parlais d'un nouveau cours de programmation, et il levait les yeux au ciel en marmonnant quelque chose sur des options inutiles. Au lycée, je passais des nuits blanches à apprendre les protocoles réseau, pendant qu'il astiquait ses bottes en bas. Le bruit de cette brosse sur le cuir était son applaudissement, lent, répétitif, jamais pour moi. C'était comme s'il polissait son passé, pour nous rappeler à tous à quoi ressemblait une vraie carrière. L'université n'a pas été plus facile. J'ai été admise dans un programme de premier plan. J'ai étudié la défense cybernétique tout en travaillant à temps partiel dans une firme de sécurité. Il appelait ça de la garde d'enfants au clavier. Le jour où j'ai reçu ma première commission militaire, j'ai appelé pour le lui dire. Il n'a rien dit. S'est contenté de s'éclaircir la gorge et de demander si j'avais encore besoin d'aide pour déclarer mes impôts. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. J'ai laissé mon travail parler pour moi, mais pas à la maison. À Formide, j'étais une étoile montante. Je donnais des briefings qui façonnaient la politique nationale. Je dirigeais des opérations cybernétiques secrètes à travers les continents. Mais quand je rentrais pour Thanksgiving, je n'étais encore qu'Anna, la fille qui ne l'avait jamais rendue fière. Ma mère n'aidait pas. Elle vivait dans son ombre, adoucie par l'habitude. Elle me prenait à part après l'une de ses piques verbales et murmurait qu'il ne le pensait pas, qu'il voulait juste le meilleur pour moi. Ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il voulait une version de moi qui n'existait pas, une qu'il pourrait se vanter d'avoir créée, modelée, peut-être saluée. Personne dans ma famille ne s'est jamais demandé ce que je faisais vraiment. Ils ignoraient que j'avais une habilitation de sécurité classifiée. Ils n'avaient aucune idée que les décisions que je prenais impactaient la cybersécurité mondiale. Ma vie à la maison était filtrée à travers leurs présupposés, et je ne les corrigeais pas.
C'était plus facile comme ça, plus sûr. Mais cette division avait un coût. J'ai appris à compartimenter. Je pouvais être le lieutenant-général Blake dans la salle sécurisée, en train d'émettre des ordres, de tenir la ligne contre l'agression étrangère. Puis je rentrais à la maison, m'asseyais à la même table qu'à 10 ans, et écoutais mon père parler des jours glorieux, comme s'ils se déroulaient encore. Il y a un moment que je me rappelle encore trop bien. J'étais en appel sécurisé avec le président des chefs d'état-major interarmés, en train de discuter d'une brèche en Europe de l'Est. J'avais passé des jours à me préparer pour cet instant, au moment où je décrivais notre plan de réponse. Mon père a fait irruption dans la pièce avec un panier de linge. Il m'a dit d'aider ma mère à plier les serviettes. J'ai mis en sourdine et gardé une expression neutre. Il a regardé mon écran et ricané. Ça doit être important. Tout ce tapotement sur le clavier, il n'avait aucune idée de qui se trouvait à l'autre bout de l'appel, aucune idée de ce qu'il venait d'interrompre. Il ne voyait que sa fille, encore une civile à ses yeux, encore décevante. C'est là que j'ai compris la vérité. Je ne me battais plus pour son approbation. Je survivais à sa cécité. Je n'ai pas planifié une fête d'anniversaire. J'ai planifié une opération. Le lieu n'était qu'un terrain de mise en scène. Tout le reste, la liste des invités, le placement de la sécurité, même les arrangements floraux, faisait partie d'une stratégie plus large. 3 semaines avant l'événement, j'ai soumis une demande formelle par les canaux officiels. J'ai signalé la réunion comme une fonction affiliée au commandement en raison du personnel de haut rang qui serait présent. Cette désignation me donnait une autorité juridictionnelle en dehors de la base. Puis, j'ai demandé une équipe de protection exécutive à 2 hommes via le bureau du prévôt de Fort Meade. La requête était routinière, presque ennuyeuse. Une case cochée et une longue liste de procédures. Mais cette case a tout changé. Ma justification était étanche. Lieu hors base. Présence de personnel sensible. Antécédent de perturbations civiles. Je n'ai jamais mentionné mon père par son nom. Je n'en avais pas besoin. Je me suis contentée de qualifier le profil de risque de « legs volatile ». C'était suffisant. Mon habilitation a fait passer l'approbation en quelques heures. Ensuite venaient les briefings internes. Je les gardais restreints. Un seul officier, le colonel Jake Mercer. Je lui faisais confiance pour couvrir mon flanc dans des guerres cybernétiques réelles. Je lui faisais confiance maintenant. J'ai exposé les règles. Il n'agirait que si je donnais un signal visuel. Protocol Blacklight. C'était notre code. Cela signifiait que l'événement était passé du social à l'opérationnel. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Il avait vu les dégâts auparavant. Il avait entendu mon père parler. J'ai choisi le lieu pour le contrôle. Plafond haut, sortie claire. Ligne de vue optimale depuis chaque coin. J'ai cartographié les positions de mes officiers. J'ai placé mes parents près du bar, loin de la tribune, pour que leur présence n'obstrue pas les perspectives. Chaque détail avait un but. Chaque détail était répété. Aux yeux des autres, c'était une fête. Pour moi, c'était un confinement. Mon objectif n'était pas la confrontation. C'était l'atténuation. Mon père n'était pas invité en tant que famille. Il était classé comme une perturbation potentielle du moral et de l'ordre. Il est entré dans cette salle de bal en pensant que c'était son domaine. Il n'a pas réalisé qu'il entrait dans le mien. Je ne voulais pas le blesser. Je voulais juste m'assurer qu'il ne pourrait plus me blesser. Cela signifiait planifier. Cela signifiait protocole. Cela signifiait, avant tout, contrôle. La salle de bal était chaude de rire et de conversations douces. Mes collègues se mélangeaient poliment, certains un verre à la main. Essayant de naviguer autour de la présence malaisée de ma famille, je gardais les yeux sur mon père, qui s'était déjà frayé un chemin vers le centre de la pièce, verre en main, balayant l'attention comme un radar. Il a tapoté un couteau contre son verre, et la pièce s'est tue. Sa voix a retenti, ferme au début, puis plus lâche à chaque phrase. Il a commencé par les histoires habituelles de son temps dans l'armée, exagérées et théâtralisées jusqu'à peine ressembler à la vérité. Puis, il s'est tourné vers moi. Il a plaisanté sur le fait que je ne lui avais pas donné de petits-enfants, qualifié mon travail de garde d'enfants gouvernemental, moqué ma carrière avec un sourire, comme si c'était juste une bonne blague. Je gardais une posture droite. Je ne répondais pas. Ce n'était pas nouveau. J'avais pratiqué le silence pendant des années. Mais alors, il l'a dit, 40 ans, et encore juste une gratte-papier. Les mots ont plané dans l'air comme de la fumée. J'ai senti la chaleur monter le long de mon cou. La pièce, autrefois bruyante et lumineuse, semblait maintenant trop silencieuse. Mes collègues baissaient les yeux, incertains où fixer leur regard.
Ma mère se tenait à côté de lui, son sourire trop crispé, les mains figées sur les côtés. Il a tendu la main et saisi mon bras, sa poigne ferme. Comme toujours quand il voulait faire passer un message, je me suis dégagée. Ma voix était calme, mais ferme. Je lui ai dit que c'était suffisant. Il n'a pas aimé ça. Il n'aimait jamais. J'ai vu la colère traverser son visage, rapide et acéré. Puis il m'a frappée. Ce n'était pas théâtral. Pas de cris, pas d'élan. Juste une gifle soudaine et vive qui a claqué sur ma joue comme un marteau. Le temps s'est arrêté. Personne n'a bougé. Pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce qu'ils enregistraient ce qui venait de se passer. Ils se tenaient là, poitrine gonflée, yeux me défiant de parler à nouveau. Pour lui, c'était une correction, de la discipline, le genre de choses qu'un père fait quand il pense encore être aux commandes. Mais au moment où sa main a touché ma peau, il a franchi une ligne dont il ignorait même l'existence. Parce qu'il n'avait pas giflé sa fille. Il avait frappé un officier décoré. Et en cet instant, tout a changé. La pièce s'est figée dans l'après-coup de cette gifle. Ma joue brûlait. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je me suis contentée de regarder de l'autre côté de la salle et de croiser le regard du colonel Mercer. Il s'est levé. Le changement a été immédiat. Une seconde. Il était un invité. La suivante. Il était un officier reprenant l'autorité. Sa voix a tranché le silence comme une lame. Généralement, il a terminé. On a senti la tension se rompre. Des chaises ont grincé alors que les têtes se tournaient. Le rictus de mon père a vacillé, puis disparu. La confusion a remplacé l'arrogance, tandis qu'il jetait des regards entre moi et Mercer. « Comment l'avez-vous appelé ?» Personne ne lui a répondu. Je lui ai donné le plus léger hochement de tête. C'était le signal. Pas d'émotion. Pas de seconde pensée. C'était le protocole. Ses yeux se sont fait froids, son ton a baissé. Robert Blake, major à la retraite. Vous venez de commettre une agression, selon le Code de justice militaire uniforme, Article 128, contre un officier supérieur. Le visage de mon père a blêmi. Il a ri, faiblement. Un son cassant et déplacé. C'est ma fille. Elle rédige des rapports. Elle travaille dans l'administration. Il a regardé autour de lui pour chercher du soutien et n'en a trouvé aucun. Mes collègues n'ont pas bougé. Ils n'en avaient pas besoin. Les hommes près de la porte l'avaient déjà fait. 2 officiers en civil se sont avancés, calmes, précis, le genre de mouvement qui semble doux, jusqu'à ce qu'on réalise à quelle vitesse il peut changer. Ils tendaient déjà les bras vers lui avant qu'il ne comprenne ce qui se passait. Il s'est tourné vers moi, les yeux écarquillés maintenant. « Anna, dis quelque chose. Dis-leur que c'est une erreur. » Mais je n'étais plus Anna. J'étais le général Blake. Et le protocole avait déjà été exécuté. Il a résisté, mais seulement un instant. Il a vu leurs insignes, senti leur prise. Compris, enfin, que ce n'était plus une affaire de famille, c'était une affaire de grade. Et le système qu'il vénérait se retournait maintenant contre lui à cause de cela. Le colonel Mercer a reculé d'un pas, croisé les mains dans le dos et observé. Pas de jugement, juste procédure. Les règles avaient été suivies, la chaîne de commandement respectée. Les conséquences appartenaient maintenant au système. Je suis restée immobile. Calme, immobile. Ce n'était pas de la vengeance. C'était structuré. C'était de la discipline. C'était tout ce qu'il prétendait autrefois respecter, maintenant appliqué à lui. Ils l'ont escorté dehors par les portes principales sans violence. Personne n'a haussé la voix. Pas de menottes cliquetant sur le marbre. Mais on pouvait entendre le poids de cela dans chaque pas. Il n'était pas simplement évacué. Il était effacé de l'espace qu'il pensait posséder. Personne ne les a suivis. Mes parents, autrefois bruyants et dominants, se sont fondus dans les coins comme de la fumée. Certains regardaient le sol, d'autres se sont simplement éclipsés par le côté, trop honteux pour parler, trop lents pour compter. La musique s'était arrêtée, mais personne ne l'a remarqué. Ma mère se tenait seule, ses mains tremblaient, alors qu'elle tendait la main, mais elle n'a pas approché. Ses yeux ont trouvé les miens, grands d'un mélange entre incrédulité et prise de conscience. Puis, doucement, comme si elle avait retenu ses mots pendant des années, elle a dit qu'elle savait. Elle a murmuré qu'elle se rappelait avoir entendu mon titre une fois, il y a des mois. Aux actualités, elle ne lui avait pas dit. Elle avait peur. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Comme si quelque chose avait été épluché. Sa voix s'est brisée, demandant si je parlerais, si j'expliquerais. Mais je n'ai pas parlé, je l'ai juste regardé. Puis je me suis tournée et j'ai marché loin. Pas par colère,
Pas pour la punir, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Certaines lignes, une fois tracées, ne s'effacent pas, elles définissent le terrain. Plus tard dans la semaine, le processus officiel s'est déroulé rapidement. Mon père s'est vu notifier une ordonnance de protection permanente. Son identification militaire a été révoquée, accès refusé. Pas de cantine, pas d'entrée sur la base, pas d'événement pour vétérans. Sa réputation l'a suivi dans le silence. Il n'y a pas eu de prison. Je n'avais pas voulu cela. La loi a fait son travail. Discrètement et précisément, parmi ses pairs, l'histoire s'est répandue vite. Pas celle d'un père et d'une fille, celle d'un officier à la retraite qui avait brisé le code et frappé un général. C'est cela qui a collé, c'est cela qui a brûlé. Son nom, autrefois prononcé avec fierté dans ses cercles, s'est mué en conte moral, ses médailles, ses histoires de guerre. Rien de cela ne pouvait le protéger de ce qu'il avait fait. Pas envers moi, mais envers l'institution qu'il prétendait servir. C'était la vraie conséquence. Il a perdu la seule chose qu'il valorisait plus que le contrôle, l'illusion d'honneur, et il l'a fait devant des gens qui ne l'oublieraient jamais. La justice n'est pas venue avec des sirènes, elle est venue avec le silence. Et pour un homme comme lui, c'était plus fort que tout. 1 an plus tard, je me tenais dans une pièce sans fenêtre, entourée de murs conçus pour étouffer le monde extérieur. Le bunker du Pentagone n'était pas fait pour être confortable. Il était fait pour vous concentrer. Dans cette pression, je me sentais calme, concentrée. Je venais d'être promue. 4 étoiles ornaient maintenant mon épaule. Et avec elles venait le commandement total du Cyber Command des États-Unis. Le poids de cette responsabilité ne m'effrayait pas. J'en portais des fragments depuis des années. Mais en me tenant là, en briefant le secrétaire à la Défense, en exposant une réponse stratégique à une menace multinationale, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la fierté, pas de la vindicte, juste un alignement. Comme si le reste du monde avait enfin rattrapé ce que j'étais déjà devenue. Ils écoutaient quand je parlais. Pas à cause de mon nom, pas à cause de mon passé, mais parce que j'avais conquis cet espace. Chaque décision discrète, chaque heure invisible, chaque protocole rédigé et appliqué, tout cela menait ici. Il n'y a pas eu de cérémonie, pas d'applaudissements, juste du respect, pur et non dilué. Quelques semaines après cette réunion, un petit colis carré est arrivé à mon bureau. Carton Simple, pas d'adresse d'expéditeur, mais l'écriture sur l'étiquette m'était familière. Je savais avant de l'ouvrir que c'était d'elle, ma mère. J'ai hésité avant de sceller le O. Pas par peur, mais par conscience. Certaines choses portent un poids au-delà de leur taille. À l'intérieur, une photographie, moi, peut-être 6 ans, sur les épaules de mon père, tous les deux riant. Pendant un instant, je l'ai fixé comme si je lisais une langue étrangère que j'avais autrefois parlée. Glissée derrière se trouvait une seule page, manuscrite. Ces mots étaient clairs, mais pas lourds. Elle disait qu'il avait été un tyran, qu'elle avait été une lâche, que son ombre avait terni ma lumière, et qu'elle l'avait laissé faire parce qu'elle avait peur de se retrouver seule dans le noir. Elle ne demandait pas pardon, elle ne suppliait pas pour revenir. Elle se contentait de dire que mon héritage était encore en train d'être écrit et qu'elle espérait qu'un jour, je la laisserais le lire. J'ai plié le papier une fois, je l'ai remis dans la boîte, puis je l'ai glissé dans le tiroir du bas de mon bureau. Sous des documents classifiés et des briefings de mission, il y est resté, pas par colère, mais parce que ce chapitre était terminé, je n'ai pas ressenti le besoin d'appeler. Il n'y avait rien à revivre. Aucune douleur réclamant une clôture, juste une reconnaissance tranquille que certaines vérités, une fois dites, suffisantes. Je n'ai pas gagné. Ce n'était pas une victoire. C'était une évolution, du besoin de validation, à la connaissance de ma valeur, de la supplique pour être vue, à la commande d'attention sans hausser la voix. Mon père pensait qu'un héritage était ce qu'on épinglait sur votre poitrine. J'ai appris que c'est ce qu'on porte sur ses épaules quand personne ne regarde. Le poids qu'on choisit, le silence qu'on garde, la ligne qu'on trace et qu'on ne franchit plus jamais. Alors, si vous avez déjà été sous-estimé, si vous avez déjà dû rapetisser pour que quelqu'un d'autre se sente plus grand, si on vous a déjà dit que votre travail était insignifiant, alors que vous saviez qu'il façonnait des mondes, racontez votre histoire, ici, parce que dans cet espace, votre autorité n'est pas héritée, elle est reconnue,